Merci. Elle est née en Haute-Savoie, elle a parcouru les montagnes depuis ses premiers pas. Ça m'a donné une passion pour la montagne qui est extrêmement forte et qui m'a conduite aujourd'hui à devenir glaciologue. C'est à 15 ans que le déclic est arrivé. Je me souviens les premières fois où j'ai marché sur les glaciers, ça a été juste un retournement complet de mon cerveau. Elle décide très vite de devenir glaciologue après une sortie avec un guide de haute montagne. Elle m'a dit mais Heidi, tu sais, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Elle a très vite compris l'importance de communiquer pour sauver la planète. Je pouvais plus en fait garder ces œillères. Aujourd'hui, elle est sortie de la science académique. J'ai fini mon contrat de scientifique et je me suis dit voilà, c'est le moment ou jamais, tu es à la croisée des chemins. Soit tu continues en tant que scientifique, soit tu te lances à fond dans la communication scientifique et c'est ce que j'ai fait. Il est jurassien et l'un des meilleurs trailers au monde. Quand on était gamin, c'était un moyen de déplacement pour aller voir les copains. Le premier copain, il était à des dizaines de kilomètres, donc il fallait y aller à pied pour s'amuser. Donc déjà à cette période, on faisait du trail. À l'échelle d'un adolescent, je faisais déjà de l'ultra-trail. Il a gagné les courses les plus prestigieuses. Pour mon cas, ça a plutôt bien marché, puis j'ai continué et puis essayé de m'investir un peu plus. Aujourd'hui, il conjugue sport et combat pour l'environnement. Toujours en corrélation avec la nature et c'est ce qui m'épanouit. Portrait de Heidi Sevestre, la scientifique communicante, et Xavier Thévenard, le trailer engagé. Change Maker, individu qui entend contribuer à changer les choses pour notre monde de demain et inspirer les autres à faire de même. Que cela soit après un déclin ou une prise de conscience lente, le premier engagement est un acte fondateur dans notre démarche de changement. C'est vrai qu'en tant que scientifique, en tant que communicante sur le changement climatique, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Et je vais vous décrire ça très clairement. Beaucoup voyager, c'était prendre l'avion entre 40 et 50 fois par an, ce qui est vraiment marcher sur la tête. Et je pense qu'assez longtemps, je me suis convaincue que mon message, que mon impact, finalement, en valait la chandelle. Que certes, mon empreinte carbone était désastreuse, mais que j'aidais à faire avancer la lutte contre le changement climatique. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout sur cette trajectoire-là. Aujourd'hui, finalement, la pandémie m'a forcé à arrêter de prendre l'avion sans arrêt et m'a forcé à questionner ce chemin-là. Donc, je suis passée de prendre l'avion 40-50 fois par an à plus du tout prendre l'avion. Et si je prends l'avion aujourd'hui, c'est pour être sûre que ce ne soit pas pour faire la touriste, c'est pour être sûr que ce que je vais faire va avoir un impact monumental. Et je voudrais essayer, c'est vraiment mon objectif pour l'année prochaine, de ne pas faire plus de 1 ou 2 voyages en dehors des frontières françaises en prenant l'avion par an. Donc c'est vraiment un changement drastique, mais je pense que c'est vraiment important de montrer l'exemple à notre niveau et pas d'avoir l'impression d'être parfaite, parce que je ne suis pas du tout parfaite, hein, j'ai une empreinte carbone comme tout le monde, mais de montrer que moi aussi, à mon niveau, je la réduis le plus possible. Et c'est vraiment important d'être juste, d'être clair par rapport au message que je transmets. Voilà, je dis au gouvernement de réduire leur empreinte carbone de leur pays, je dis la même chose aux jeunes, aux populations, mais ouais, ça commence par moi, quoi. Pour moi, ça n'a plus de sens de prendre l'avion. J'ai pas envie de faire 15 000 bornes pour aller courir 150 km. C'est pas logique. Il y a d'autres priorités. Quand on voit l'état de la planète, les espèces qui disparaissent, il faut vraiment... voilà, c'est peut-être un choix radical comme ça, mais j'ai l'impression que si on fait pas les choses assez radicalement, eh ben, il se passe rien, quoi. Déjà, quand on est assez radical sur ses choix, ses principes de vie, etc., il y a toujours un petit flou, il y a toujours un petit truc, et finalement, on le fait, mais on le fait pas complètement. Donc, il faut avoir, je pense, des choix forts pour ensuite les faire concrètement sur le terrain, quoi. Il y a plein de belles courses en Europe aussi, puis derrière chez soi aussi, à découvrir des endroits... Là, j'ai encore fait le constat récemment, je suis allé en ski de fond dernièrement.
juste derrière la maison, hein. Et ben, j'ai fait une centaine de kilomètres sur une sortie et je suis passé à des endroits que j'étais encore jamais passé avant. Donc on peut se dire que ouais, on a un super terrain de jeu juste à proximité de chez soi. Et avant de tout découvrir, bah, il faut y passer du temps, quoi. En ce moment, sur la programmation de la saison qui arrive, on réfléchit justement à des moyens pour que ces déplacements soient un peu plus propres. Pourquoi pas que tout son staff de ravitaillement soit déjà posé à des endroits et puis ensuite qu'ils viennent en avance, donc avec des déplacements doux et propres. Et puis toi, tu puisses faire ton tour du Mont Blanc en ayant quelqu'un sur les ravitaillements, mais sans qu'ils aient pris la voiture ou se déplacer en moyen motorisé. Mais ça, après, c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place. Mais on a réfléchi à des choses comme ça pour voilà, que tu puisses faire ton UTMB normalement sans naviguer, graviter autour en voiture parce qu'il y a un paquet de bagnoles et d'anticiper assez tôt pour y aller, pourquoi pas en vélo, puis ses proches, son staff qui fait les ravitaux et les encouragements viennent assez tôt en avance et, avec des moyens doux et puis comme ça ils sont sur place le jour J, quoi. La science peut paraître pour les non-initiés comme lointaine, pas accessible ou simplement trop complexe. Mais est-ce réellement le cas pour le métier de glaciologue ? Alors être glaciologue aujourd'hui, c'est être en quelque sorte comme le docteur des glaciers, et les glaciers seraient nos patients. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple de mesurer leur température, c'est de mesurer s'ils accélèrent, s'ils s'écoulent encore plus rapidement, s'ils perdent de la masse. Et nous, on essaie de les faire parler avec nos instruments. Alors ça peut être des mesures de température, des mesures de vitesse, parce qu'ils ne sont pas très bavards, les glaciers. Mais ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et le changement climatique les fait changer tellement rapidement que nous, on a envie d'apprendre d'eux. On a envie de comprendre ce qui est en train de se passer. Les glaciers, ils nous donnent un avantage incroyable, c'est qu'ils rendent le changement climatique hyper visible. On le voit bien hein, quand on voit la mer de glace, quand on regarde le glacier des Bossons aussi, à quel point ces glaciers changent rapidement. Et là, ce qu'on est en train de voir en ce moment est assez terrible. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles en ce moment en glaciologie. C'est vrai que partout dans le monde, les glaciers sont en train de se retirer extrêmement rapidement. On est en train de subir une déglaciation vraiment globale. Et ce qui est en train de se passer, c'est que toute cette déglaciation est vraiment en train de s'accélérer. Surtout depuis une dizaine d'années, les choses sont en train de s'amplifier extrêmement rapidement. Et si on continue sur ce chemin-là, eh ben, les conséquences pour nous, finalement, les populations vont être assez difficiles. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on perd ces glaciers, on perd des ressources en eau. Lorsque l'on perd les glaciers, le niveau de nos océans augmente. Lorsqu'on perd ces glaciers, les montagnes se déstabilisent. Et c'est déjà quelque chose qu'on voit aujourd'hui, alors qu'on est à peine à 1,1 degré d'augmentation de température. Et si on continue sur la trajectoire qu'on est en train de prendre en ce moment, d'ici la fin du siècle, on pourrait arriver à une augmentation de température entre 3,5 et 4,5 degrés. Donc l'objectif, c'est surtout de ne pas y arriver. La chance qu'on a, c'est qu'on a une petite fenêtre sur laquelle on peut encore agir. Ce n'est pas du tout le moment aujourd'hui de baisser les bras et de se dire qu'il est trop tard pour agir. Au contraire, et aujourd'hui, c'est tout à fait possible de ralentir la fonte des glaciers. Et si on agit suffisamment fortement, de façon très efficace, on pourrait même les faire regrossir, ces glaciers-là. Mais il y a une chose très importante, c'est qu'il y a un seuil de température qu'il ne faut pas franchir pour les glaciers. Et ce seuil de température, c'est 1,5 degré. Donc on n'y est pas, c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. On s'en approche, hein, chaque jour qui passe, chaque décision qu'on prend nous rapproche des 1,5 degrés. Mais tant qu'on n'y est pas, ça nous donne énormément de motivation pour agir. Il y a différents types de glaciers dans le monde. Donc, par exemple, si on regarde nos beaux glaciers des Alpes ici, on a des glaciers qu'on appelle des glaciers chauds. La glace de nos glaciers alpins, elle est très proche de 0 degré. C'est-à-dire, là c'est très important, que si on augmente de quelques dixièmes de degré, très vite, ces glaciers-là, ils fondent. Que si on va voir des glaciers dans les régions polaires, là on parle de glaciers froids, donc la glace est là encore froide, largement en dessous de 0 degré. Donc c'est une glace qui bouge plus difficilement, c'est des glaciers qui sont un petit peu plus léthargiques, mais mine de rien, des glaciers qui eux aussi réagissent au changement climatique. Donc si on tourne le thermostat, si on augmente la température, les glaciers partout dans le monde réagissent, mais plus ou moins rapidement.
Il y a vraiment deux ingrédients en fait, qui agissent sur les glaciers aujourd'hui. D'une part, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités. Il n'y a plus aucun doute là-dessus aujourd'hui que nos activités humaines agissent sur le changement climatique, sont responsables du changement climatique actuel. Et donc, toutes ces énergies fossiles que l'on brûle rejettent des gaz à effet de serre qui augmentent les températures de façon globale. Mais il y a aussi un autre ingrédient qui agit sur les glaciers, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est ce problème des particules fines. On voit ces dernières années qu'il y a vraiment une explosion des incendies, des feux de forêt un petit peu partout dans le monde, que ce soit de la Californie jusque dans l'Arctique aujourd'hui, on peut avoir des feux de forêt, des feux de toundra, de taïga. Et ces particules fines qui sont émises en immense quantité pendant ces feux de forêt, elles peuvent voyager très loin. Et aujourd'hui, on remarque, notamment au Groenland, il y a certaines parties à l'ouest du Groenland, si vous regardez des images satellites, qui sont noires. Et là, je parle de la calotte polaire, donc qui fait plus de 3 km d'épaisseur de glace, qui fait 3-4 fois la taille de la France quand même, ces calottes polaires, elles récupèrent tout ce qui flotte dans l'atmosphère, le bon comme le moins bon, et notamment des particules fines qui sont émises lors des feux de forêt. Donc les petites particules fines qui sont émises lors d'un feu de forêt en Californie, on les retrouve jusque dans la glace du Groenland. Ces particules fines, elles sont elles aussi liées à la combustion des énergies fossiles. Donc à chaque fois qu'on brûle du bois dans notre cheminée, à chaque fois qu'on prend notre voiture, si on n'a pas une voiture électrique, elle va émettre, tout ça, ça va émettre des petites particules fines. Et ces petites particules fines, déjà, elles ne sont pas hyper bonnes pour nous quand on les respire, mais elles sont tellement légères qu'elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Les glaces deviennent de plus en plus noires. Et lorsqu'elles deviennent de plus en plus foncées, ces surfaces absorbent de façon de plus en plus efficace le rayonnement solaire et ça va encore plus accentuer la fonte de ces glaciers-là. Mais ce qui se passe en ce moment, surtout ces dernières décennies, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu des changements aussi rapides. Il y a eu des changements très rapides dans le passé. Et quand je dis dans le passé, je parle vraiment d'âge géologique. Il y a eu des changements très rapides. Mais ce qu'on appelle très rapide sur ces aires géologiques-là, c'était des changements qui se passaient sur des centaines, voire sur des milliers d'années. Ce qui se passe en ce moment, c'est sur des années, quoi. C'est extrêmement rapide. Quand on parle d'un changement de température qui pourra nous amener à 3, 4, même peut-être au-delà d'ici la fin du siècle, c'est monumental et on est en train de créer une déstabilisation de phénomènes naturels qui marchaient très bien jusqu'à maintenant. Et pour revenir dans un schéma naturel, il faut ralentir tout ça. Il faut essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Et la fenêtre se réduit jour après jour, mais il faut agir maintenant. C'est très clair qu'on aura besoin de tout le monde. En tout cas, moi, ce que je vois au niveau de la population, c'est qu'il y a une ébullition extraordinaire. On sait que le sujet de préoccupation principale des Français aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les sports outdoor se développent, se diversifient et s'organisent. Ces disciplines qui utilisent la nature comme terrain de jeu sont-elles réellement respectueuses de l'environnement ? Ça fait des années qu'on a des rapports du GIEC qui nous annoncent ce qui va se passer ces prochaines années. Et puis les scientifiques, ils ont raison. À chaque fois, c'est ça. Donc à un moment donné, tu fais quoi ? T'agis concrètement dans ton quotidien. Je pense que chacun doit être responsable. Et puis aussi essayer de faire du mieux possible avec ses contraintes, ses obligations. Mais de manière générale, j'ai l'impression que dans le milieu du trail, comme on est dans cet environnement, on évolue dans le milieu de la montagne, on est assez sensibilisé à ça. Donc oui, les gens sont assez respectueux. Après, il y a toujours peut-être quelques personnes qui font pas gaffe. Et puis du coup, ça fait une généralité à la fin et on dit que les trailers sont pas respectueux du milieu naturel. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt bien perçu. Puis les événements, les athlètes, les coureurs de manière générale, ça va plutôt dans le bon sens, quoi. Moi, j'ai jamais cherché à vouloir faire du haut niveau, hein. C'est passé comme ça, j'ai eu des résultats. Après, je me suis investi, j'ai voulu progresser et j'ai eu encore plus de résultats et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, après, j'ai eu là un peu plus de notoriété. Finalement, peut-être j'ai une image un peu plus publique que les autres. Donc j'ai bien conscience de ça et je me dis, au lieu de raconter ma journée à combien de kilomètres j'ai fait et puis l'histoire de mon chat,
eh ben, je vais peut-être raconter des trucs un peu plus concrets et qui me sont chers et qui me semblent importants dans l'existence. Donc voilà, tout ce qui est d'un point de vue écologique, environnemental, ben, ça me tient à cœur et voilà, j'ai envie de, à travers mon quotidien, mes 2-3 posts sur les réseaux, d'essayer de prêcher la bonne parole. Après, bah, c'est mes valeurs, c'est mes convictions. C'est peut-être pas celle de tout le monde, mais moi je pense que c'est la bonne direction à suivre. Je trouve que c'est une opportunité, justement, on est suivi par des gens, bah voilà, il faut dire ce qu'on pense, faut essayer d'aller... Parce que le sport, c'est bien beau, mais finalement, c'est pas essentiel à la vie. Essentiel, qui est indispensable pour que quelque chose existe. Notre pratique sportive, si, elle est essentielle dans le sens où ça permet de la cohésion sociale, de faire des choses sympas avec du monde. Pour sa santé, perso aussi, c'est important. Après, le sport de compétition, eh ben, c'est une chose, mais c'est que de l'attraction. Donc finalement, ça, c'est pas quelque chose de très important. Alors que finalement, l'écologie, le milieu naturel, la faune, la flore, tout ce qui s'embrigade là-dedans, eh ben, c'est essentiel à la vie parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et c'est beaucoup plus important que le sport en soi. Donc si on veut continuer à pratiquer le sport et la compétition, eh ben, il faut déjà voir la base aussi. Et si un jour il n'y a plus la base, bah, c'est clair qu'on ne pourra plus pratiquer notre sport. Donc il faut soigner la base et ensuite on pourra continuer à s'amuser dans le jeu de la compète avec les uns et les autres et puis à faire des trucs sympas en montagne sans que le permafrost y fonde et puis que les pierres nous tombent sur la gueule ou que les séracs nous tombent dessus aussi. Et, voilà, et puis qu'on puisse contempler encore les petites fleurs et puis s'épanouir devant des chamois et des bouquetins, c'est tout ça. Donc ouais, il faut soigner la base. Chaque nouveau combat environnemental est basé sur des études scientifiques. Malgré la nécessité de leur travail, les scientifiques ont encore, pour le plus grand nombre, des difficultés à communiquer aux non-initiés. Je les connais bien, les climato-sceptiques ou les climato-réalistes, ils préfèrent s'appeler. Et ces dernières années, j'ai vraiment essayé de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait. Comment est-ce qu'on en est arrivé à perdre confiance dans la science? Comment est-ce qu'on en est arrivé à réfuter finalement toutes les publications scientifiques, tous ces faits scientifiques? Et ce n'est pas tant le changement climatique finalement, c'est plus une perte de confiance totale dans des grandes institutions comme la communauté scientifique. Il y a vraiment un souci en ce moment, en tout cas dans la façon avec laquelle on fait de la science. C'est que pour l'instant, la science, on la fait vraiment pour cette communauté scientifique. Et je sais qu'il y en a qui ne seront pas très contents d'entendre ça, mais pour exister en tant que scientifique, pour progresser dans sa carrière, ce qu'il faut faire, c'est publier. Et publier, c'est quoi? C'est écrire des articles, et ces articles, ensuite, ils vont être validés ou non par nos pairs, et ils vont être publiés dans des journaux scientifiques. Et je sais pas, je peux demander à mes parents s'ils ont déjà regardé ces journaux-là, c'est très clair que non. Si on s'en tient à publier dans ces journaux scientifiques, eh ben, est-ce que ça suffira? C'est très clair que non. Et là, ça fait 40 ans qu'on publie sur la fonte des glaces, sur la déstabilisation des calottes polaires. Est-ce que ça a suffi jusqu'à maintenant? Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon rôle, je le vois, d'aller au-delà, d'essayer de faciliter cette transmission de la science. Parce que certes, c'est hyper important de continuer à faire de la science, c'est hyper important de continuer à publier, mais il faut très largement aller au-delà. Je vous remercie pour cette opportunité de partager avec vous les dernières connaissances scientifiques sur l'état de l'Arctique et d'évoquer ensemble les conséquences directes et indirectes d'un article en plein bouleversement face au dérèglement climatique. Je crois encore que tout le monde, toute cette communauté scientifique peut prendre conscience de l'importance de communiquer et surtout que ça soit vu à sa vraie valeur, comme une valeur qui va pouvoir changer les choses pour le meilleur et pas comme quelque chose qu'on est forcé de faire, comme de la vulgarisation scientifique où on doit se rabaisser à un certain niveau. Non, il faut que les scientifiques sortent de leur laboratoire. The goal today is to install a time-lapse camera high up that will see the front of the glacier and this side of the glacier that is very interesting. So I hope it works.
Il y a beaucoup de façons aujourd'hui d'améliorer la sensibilisation face au changement climatique ou d'améliorer la reconnexion avec la nature. Je pense déjà une chose, c'est de rendre notre science plus accessible, mais aussi plus humaine. Par exemple, quand on parle du monde de la recherche, des chercheurs, on a souvent du mal à imaginer qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles font, à quoi ça ressemble par exemple d'être glaciologue, et d'humaniser tout ce travail de recherche, ce travail de scientifique est vraiment important. Donc, c'est-à-dire d'aller directement à la rencontre des jeunes, des populations, faire des conférences grand public, ouvrir les portes de nos laboratoires scientifiques et permettre aux gens de comprendre ce que c'est aujourd'hui d'étudier le changement climatique. Ça, c'est essentiel. Et enfin, il y a quelque chose dans lequel je suis vraiment convaincue, c'est d'arriver à transmettre une émotion par rapport à ce qui se passe. Émotion. État affectif intense caractérisé par des troubles divers. C'est très compliqué de créer une émotion par rapport au changement climatique, par rapport à la fonte des glaces, si on ne montre que des chiffres ou que des courbes, que des diagrammes. Aujourd'hui, il faut vraiment recréer cette émotion, recréer cette connexion avec ces environnements-là. Et c'est par là qu'un changement va se produire. C'est par l'émotion qu'on arrivera à motiver les gens à l'action. C'est vrai qu'à mon niveau, je me concentre beaucoup à communiquer la science au niveau des jeunes générations, au niveau du grand public aussi. Mais ce qui est assez difficile pour l'instant, c'est de motiver mes anciens collègues scientifiques à sortir de leur zone de confort, à sortir de leur laboratoire pour communiquer cette science. Les trailers s'organisent afin de rendre leur discipline responsable. C'est ainsi que les plus éminents d'entre eux, comme Xavier, rejoignent des organismes, fondations ou associations. C'est clair que d'être associé à des assos comme Mountain Rider ou la fondation de Kilian Jornet, on se rend compte que si tout le monde est associé, uni pour une même cause, voilà, on dit bien, c'est l'union qui fait la force. Donc si tout le monde va dans ce sens-là, ça fait un peu du bruit et qu'il y ait du mouvement et que les gens sont attentifs à ces actes-là, et ça va prendre un peu plus d'ampleur et ça va aller dans le bon sens. C'est important. Ouais. Avec la charte qu'on a mis en place, il y a 4 acteurs qui sont mis en avant, donc les fédérations, les événements, les athlètes et les marques. Et dessus, sur ces 4 acteurs-là, il y a un nombre d'objectifs qui sont attribués à ces acteurs. Et le but, c'est de se tenir à ces engagements-là et pour que notre empreinte carbone d'ici 2050 soit neutre. En fait, ça inspire un peu des accords de Paris sur le climat et puis des accords de développement durable pour l'ONU. Donc voilà, alors j'en ai fait la promotion à travers une vidéo parce que je pense que ça allait dans le bon sens et c'était important. Alors si on met l'étiquette de représentant français de cette charte, moi ça me va bien. Après, c'est un ensemble de personnes, c'est pas que sur un individu, c'est tout le monde qui doit être, je pense, signataire de cette charte. Et comme ça va faire bouger les choses ensemble. Ouais. J'aimerais vous présenter une charte que nous avons réalisée avec Kilian dans le cadre de la fondation Kilian Jornet avec différentes personnes issues du milieu du trail. Kilian, depuis un petit moment, il s'est remis en cause sur pas mal de choses. Il a envoyé des mails au sein de la communauté des coureurs des trailers et on en a discuté à travers un échange de mails sur ce qu'il y avait à faire et que c'était le moment pour... Justement, comme il n'y avait pas de course, pas de calendrier, pas de programme officiel, voilà, c'était un moment d'échange et puis de savoir ce qu'on pouvait faire pour revoir notre façon de pratiquer le sport de manière générale et essayer de limiter notre empreinte carbone sur les années à venir. Donc voilà, c'était de la réflexion. La mise en place des choses concrètes sur le terrain et par des actions, etc. Et puis du coup ça a bien pris et moi comme finalement je vais aussi ces valeurs-là qui me tiennent à cœur depuis un moment, peut-être que j'étais un peu plus sensible et je voulais vraiment contribuer auprès de Kilian sur toutes ces actions-là et que ça aille dans le bon sens. Donc après, soit tu es signataire de la charte, soit tu l'es pas,
Mais j'ose espérer que les événements qui sont signataires de la charte, ils respectent les engagements qui sont décrits dessus. Je sais que oui, il y a pas mal de choses qui sont mises en place sur des événements. Après, moi aujourd'hui, si demain tu me dis bah il y a cette course-là, mais par contre, bah je sais pas, ils amènent leur ravitaillement par hélicoptère ou j'en sais rien, ils importent des mangues de fin fond des tropiques pour le ravitaillement, eh ben, je vais te dire non, c'est pas possible et j'irai pas sur cet événement. Parce que ça respecte pas tout ce qu'on a mis en place et cette charte, et puis c'est en dehors de tes convictions, donc j'irai pas quoi. La plus grande course c'est l'UTMB. Je sais que forcément ça vient des quatre coins de la planète. Moi je suis dans mes convictions parce que je vais à côté de la maison. Je sais que par exemple, ils importent pas de l'eau, ils n'amènent pas des camions citernes sur les ravitaillements. C'est de l'eau qui est juste pris sur lieu dit exactement. Donc voilà, il y a des choses qui sont intégrées, je pense qu'ils font gaffe. Heidi l'a compris. En sortant de la science académique, sa cible privilégiée est le jeune public. C'est en passant par eux que la transition sera la plus efficace. J'adore travailler avec les jeunes aujourd'hui et j'essaie de faire en sorte d'être dans l'échange avec eux et pas du tout d'être la scientifique qui va un peu balancer sa purée scientifique sur la communauté des jeunes générations. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont vraiment très anxieux par rapport au changement climatique. J'imagine que si j'avais 16 ou 17 ans aujourd'hui, le bombardement d'informations qu'on a au niveau du changement climatique, le fait qu'on n'ait jamais de bonnes nouvelles finalement par rapport à ça, serait quelque chose qui, moi, me rendrait aussi extrêmement anxieuse. I have two questions. The first one is, like, where'd you study? Like, what'd you study in school? And the second one is, when were you, like, 100% sure you wanted to, like, travel to those glaciers? En tant que scientifique, je pense que c'est essentiel qu'on soit là à leur côté, finalement, qu'on leur explique de façon très simple ce qui est en train de se passer au niveau du changement climatique, mais surtout que les scientifiques soient là pour expliquer aux jeunes que tout est encore possible, que les dés ne sont pas encore jetés, qu'on peut agir encore sur ce changement climatique. Alors c'est trop facile de se dire qu'on place tout l'espoir dans ces jeunes. C'est trop facile de leur mettre toutes nos responsabilités, tout ce qu'on n'a pas su faire, nous, sur leurs épaules. Et c'est vraiment comme ça qu'ils le ressentent en ce moment. C'est vrai qu'ils voient que notre gouvernement, par exemple, n'agit pas assez vite et pensent que ça va être à eux de réparer les pots cassés. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut vraiment que ce soit toutes les générations qui agissent. Mais c'est vrai que ces jeunes, ils ont vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont évidemment tout l'avenir devant eux, ils ont une énergie incroyable. Et pour eux, ce qui est fou, c'est que le changement climatique, c'est quelque chose d'acquis. J'ai eu l'occasion de discuter avec des CP, des CE1, avec des collégiens, des lycéens. Et quand je leur demande de m'expliquer l'effet de serre, il n'y a aucun problème. Ils me font un monologue parfait pour m'expliquer, voilà, les gaz à effet de serre agissent comme ça, les longueurs d'onde, c'est assez extraordinaire. Et donc, pour eux, ce changement climatique, il est acquis. Donc on n'est plus au niveau de la discussion, du débat, est-ce que c'est les hommes qui agissent ou pas? Eux, ils sont dans l'action. Eux, ils sont en train de se dire, déjà, même si j'ai 16 ou 17 ans, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses? Et si nous, les scientifiques, on les accompagne, eh ben, ça donne une force extraordinaire, parce que toute cette énergie-là, on la met sur quelque chose de positif, on est dans une sorte de co-construction avec eux pour réinventer notre modèle économique, notre modèle politique, notre modèle de société. Et même s'ils se concentrent sur des solutions très très locales, vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de convaincre leurs parents, ils sont en train de convaincre leurs profs, ils sont en train de créer un élan vraiment extraordinaire. Et pour moi aussi, c'est assez dingue, mais de travailler avec les jeunes, ça me pousse à devenir une meilleure scientifique, ça me pousse à devenir une meilleure communicante. Et si on le prend dans ce sens-là, que ces jeunes nous poussent tous à devenir meilleurs, c'est extrêmement positif. Donc que de voir que des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, qu'eux arrivent à transformer les choses à leur niveau, mais c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on attend, quoi? Au fil des rencontres et des témoignages, nous passons d'un horizon qui se dégage à un mur de brouillard en quelques secondes. Devons-nous être optimistes? Et eux, sont-ils optimistes? Je suis peut-être de nature optimiste aussi, mais bon, j'ai envie d'y croire en tout cas. Moi, j'ai plein de bonnes ondes positives pour l'avenir, en tout cas, en ce qui concerne notre discipline. Voilà.
Ah ouais, mais moi je suis toujours optimiste, mais je ne suis pas une optimiste naïve, j'essaie d'être une optimiste réaliste. Je suis réaliste dans le sens où il faut continuer dans l'action, il faut continuer à se bouger, il faut continuer à essayer de faire bouger les choses. Il ne faut pas attendre qu'on prenne une décision pour nous, il ne faut pas attendre qu'une technologie miraculeuse arrive. Mais je suis optimiste sûrement parce que je travaille avec les jeunes. Et les jeunes, ce sont eux qui me donnent une énergie sans limite. Et grâce à eux, je suis vraiment optimiste pour l'avenir.